L'introduction du « contrat social » de Jean-Jacques Rousseau sert à présenter la philosophie politique de l'auteur et les objectifs de son ouvrage. Rousseau est considéré comme l'un des penseurs les plus influents du mouvement des Lumières. Son œuvre a eu un impact significatif sur la Révolution française et sur la philosophie politique moderne. Il est connu pour ses idées sur l'état de nature, le contrat social, la souveraineté populaire et la légitimité du pouvoir politique. Le « contrat social » a été écrit en réponse à une question posée par l'Académie de Dijon en 1750, qui demandait si le progrès des sciences et des arts avait contribué à améliorer ou à corrompre la morale. Dans cet ouvrage, Rousseau cherche à établir les fondements d'un système politique juste et équitable, en se basant sur une analyse critique de la nature humaine et de la société. L'objectif principal du « contrat social » est de répondre à la question de savoir comment fonder un État légitime. Rousseau affirme que la seule manière d'établir un tel État est de fonder celui-ci sur un contrat social, c'est-à-dire sur un pacte entre les individus qui renoncent à leur liberté naturelle pour former une société soumise à des lois communes. L'introduction pose ainsi les bases du raisonnement de Rousseau, en présentant les enjeux de son œuvre et les grandes lignes de sa philosophie politique. Rousseau commence également son introduction en critiquant les formes de gouvernement existantes à son époque, affirmant que celles-ci sont souvent tyranniques et injustes. Il affirme que l'homme est né libre mais qu'il est partout enchaîné, en soulignant que la société a tendance à limiter la liberté individuelle au profit de la sécurité et de l'ordre public. Il estime que la solution à ce problème réside dans la création d'un État qui respecte les droits naturels et les intérêts de tous ses membres, plutôt que ceux d'une élite ou d'un monarque. C'est pourquoi il prône la souveraineté populaire, affirmant que le pouvoir doit appartenir à l'ensemble des citoyens plutôt qu'à un seul individu ou à un petit groupe de personnes. Enfin, l'introduction se termine en soulignant l'importance de l'analyse critique de la nature humaine dans la compréhension des mécanismes du pouvoir politique. Pour Rousseau, la société ne peut être fondée sur la base de l'égoïsme individuel, mais plutôt sur celle d'une volonté générale qui intègre les intérêts de tous les membres de la société. En somme, l'introduction du « contrat social » pose les fondations de la philosophie politique de Rousseau et présente les enjeux de son œuvre. Elle permet de comprendre les grandes lignes de sa réflexion sur l'état de nature, le contrat social, la souveraineté populaire et la légitimité du pouvoir politique, et constitue une entrée en matière essentielle pour la lecture du reste de l'ouvrage. Dans la première partie du « contrat social », Rousseau développe sa conception de l'état de nature, c'est-à-dire l'état primitif de l'homme avant la formation de la société. Il décrit cet état comme un temps où les hommes étaient libres, égaux et autonomes, et où la vie était marquée par la recherche de la survie et la satisfaction des besoins essentiels tels que la nourriture et le logement. Selon Rousseau, l'état de nature est caractérisé par deux principales contraintes, la limitation des ressources naturelles et la présence des autres individus. L'homme se trouve donc contraint de trouver des moyens de survivre et de protéger ses intérêts face à ses semblables. Ainsi, la vie dans l'état de nature est souvent marquée par des conflits et des compétitions pour les ressources limitées. Pour Rousseau, cette situation conduit à la création de la propriété privée, qui crée des inégalités et des tensions sociales. En effet, ceux qui ont accumulé plus de richesses ou de ressources peuvent exercer une influence et un pouvoir sur les autres. L'état de nature est donc marqué par l'absence de société organisée, de lois et de gouvernement, ce qui conduit à une situation d'insécurité et d'instabilité. Selon Rousseau, l'homme ne peut sortir de cet état naturel que par le biais d'un pacte social, qui permet de surmonter les obstacles et les défauts de l'état de nature en formant une société organisée et en créant des lois qui régissent la vie en communauté. En somme, Rousseau décrit l'état de nature comme un temps où les hommes étaient libres, égaux et autonomes, mais où la vie était souvent marquée par des conflits et des compétitions pour les ressources limitées. Il met en évidence les inégalités et les tensions sociales qui naissent de la propriété privée, et insiste sur la nécessité de former une société organisée pour surmonter ces obstacles. Dans la seconde partie du « contrat social », Rousseau aborde la question de la souveraineté. Il considère que la souveraineté appartient au peuple, c'est-à-dire à l'ensemble des citoyens, et non à un seul individu ou à une élite. Cette conception est connue sous le nom de « souveraineté populaire ». Pour Rousseau, le peuple doit être souverain car c'est lui qui est le mieux à même de défendre les intérêts de la communauté et de garantir le bien commun. La souveraineté populaire implique donc que le pouvoir politique doit être exercé par l'ensemble des citoyens, et non par une classe ou un individu particulier. Cependant, Rousseau considère que la souveraineté populaire ne peut être exercée de manière directe, c'est-à-dire que tous les citoyens ne peuvent pas se réunir pour prendre des décisions collectives. Il propose donc le recours à la délégation de pouvoir, c'est-à-dire que les citoyens choisissent des représentants qui vont agir en leur nom et prendre des décisions au nom de la communauté. Cependant, pour que cette délégation de pouvoir soit légitime, Rousseau impose certaines conditions. Tout d'abord,
les représentants doivent être choisis par l'ensemble des citoyens, et non par une élite ou un groupe particulier. Ensuite, ils doivent exercer leur pouvoir dans l'intérêt de la communauté, et non pour servir leurs propres intérêts ou ceux d'un groupe particulier. Enfin, les citoyens doivent pouvoir révoquer leurs représentants à tout moment s'ils jugent que ces derniers ne remplissent pas leur mandat de manière satisfaisante. En somme, la souveraineté populaire est pour Rousseau la clé de voûte de tout système politique légitime. Elle implique que le pouvoir politique doit être exercé par l'ensemble des citoyens, et que la délégation de pouvoir doit être soumise à des conditions strictes pour garantir la légitimité du pouvoir exercé en leur nom. Dans le Contrat social, Rousseau évoque la notion de peuple en lien avec la souveraineté populaire. Pour lui, le peuple est l'ensemble des citoyens, c'est-à-dire de ceux qui ont participé au pacte social qui a permis la création de la société politique. C'est donc le peuple qui est souverain, c'est-à-dire qui détient le pouvoir politique. Pour Rousseau, le peuple doit exercer sa souveraineté de manière collective, c'est-à-dire que les décisions doivent être prises par l'ensemble des citoyens. Cependant, il reconnaît que dans les sociétés modernes, il est impossible pour tous les citoyens de se réunir pour prendre des décisions. Il propose donc la délégation de pouvoir, c'est-à-dire que les citoyens choisissent des représentants qui vont agir en leur nom et prendre des décisions au nom de la communauté. Cependant, Rousseau insiste sur le fait que les représentants doivent agir dans l'intérêt de la communauté, et non pour servir leurs propres intérêts ou ceux d'un groupe particulier. Pour garantir cette condition, il propose que les représentants soient choisis par l'ensemble des citoyens, et que ces derniers aient la possibilité de les révoquer à tout moment s'ils jugent qu'ils ne remplissent pas leur mandat de manière satisfaisante. En outre, pour Rousseau, le peuple est la source du pouvoir politique. C'est lui qui décide des lois et des règles qui régissent la vie en communauté. Ainsi, le pouvoir politique ne peut pas être détenu par une élite ou un groupe particulier, mais doit être exercé par le peuple dans son ensemble. En somme, pour Rousseau, le peuple est le détenteur de la souveraineté, c'est-à-dire du pouvoir politique. Il doit exercer cette souveraineté de manière collective, en prenant des décisions qui sont dans l'intérêt de la communauté. La délégation de pouvoir est possible, mais elle doit être soumise à des conditions strictes pour garantir la légitimité du pouvoir exercé en son nom. Dans le Contrat social, Rousseau évoque la question du pouvoir législatif, c'est-à-dire du pouvoir de faire des lois. Selon lui, le pouvoir législatif doit être exercé par le peuple, qui est le détenteur de la souveraineté. Rousseau propose donc que les citoyens se réunissent périodiquement en assemblée pour prendre des décisions collectives. Cette assemblée, appelée « volonté générale », est la seule à même de déterminer les lois qui vont régir la vie en communauté. Les représentants élus par le peuple n'ont donc pas le pouvoir de légiférer, mais seulement celui d'appliquer les lois décidées par la volonté générale. Pour Rousseau, la volonté générale est le seul moyen de garantir que les lois sont justes et équitables. Elle permet en effet de prendre en compte les intérêts de l'ensemble de la communauté, et non seulement ceux d'un groupe particulier ou des élites. En outre, elle permet de garantir que les lois sont en accord avec les principes du contrat social, qui visent à protéger les droits naturels et les intérêts de chaque individu. Cependant, Rousseau reconnaît que la volonté générale peut être influencée par les passions et les intérêts particuliers. Pour éviter cela, il propose que les citoyens soient éduqués et informés, afin qu'ils puissent prendre des décisions éclairées. Il suggère également que la délibération se fasse en petits comités, afin de faciliter la discussion et la prise de décision collective. En somme, pour Rousseau, le pouvoir législatif doit être exercé par la volonté générale, qui est l'Assemblée des citoyens. Cette assemblée est la seule à même de déterminer les lois qui vont régir la vie en communauté, afin de garantir que ces lois sont justes et équitables. Pour éviter que la volonté générale soit influencée par les passions et les intérêts particuliers, Rousseau propose que les citoyens soient éduqués et informés, et que la délibération se fasse en petits comités. Dans le Contrat social, Rousseau évoque également la question du pouvoir exécutif, c'est-à-dire du pouvoir de mettre en œuvre les lois décidées par la volonté générale. Pour lui, le pouvoir exécutif doit être distinct du pouvoir législatif, afin d'éviter une concentration excessive de pouvoir entre les mains d'une seule institution. Rousseau propose que le pouvoir exécutif soit exercé par des fonctionnaires, qui sont nommés par les représentants élus par la volonté générale. Ces fonctionnaires ont pour rôle de mettre en œuvre les lois, mais ils n'ont pas le pouvoir de les interpréter ou de les modifier. Selon Rousseau, la monarchie peut être une forme de gouvernement appropriée dans certaines situations, notamment dans les sociétés où il existe une forte hiérarchie sociale et où le pouvoir est déjà concentré entre les mains d'une élite. La monarchie est également appropriée dans les sociétés où la population est peu éduquée et où elle a besoin d'être guidée par un leader fort. Cependant, Rousseau considère que la monarchie est une forme de gouvernement qui pose de nombreux problèmes. En effet,
le roi est souvent enclin à la corruption, à la tyrannie et à l'abus de pouvoir, ce qui peut entraîner des injustices et des oppressions envers les citoyens. De plus, la monarchie peut être inefficace car le roi peut manquer d'expertise ou d'expérience pour gouverner efficacement. Rousseau affirme également que la monarchie peut être problématique car elle est souvent basée sur l'héritage familial, ce qui signifie que le fils du roi sera automatiquement le successeur de son père, indépendamment de ses compétences ou de ses qualités de leadership. De cette manière, la monarchie peut entraîner la formation de dynasties héréditaires qui peuvent persister pendant des siècles, même si les membres de la famille royale ne sont pas qualifiés pour gouverner. Dans l'ensemble, Rousseau considère que la monarchie est une forme de gouvernement qui peut être appropriée dans certaines situations, mais qui présente également de nombreux défauts et peut être source d'injustice et d'oppression. Il soutient que la forme de gouvernement la plus appropriée est celle qui permet de garantir la protection des droits naturels et des intérêts de chaque individu, tout en assurant le bien-être de la communauté dans son ensemble. Dans Le contrat social, Rousseau présente la République comme une alternative à la monarchie. Contrairement à la monarchie, la République est un système de gouvernement dans lequel le pouvoir est détenu par le peuple lui-même ou par ses représentants élus. Selon Rousseau, la République est la forme de gouvernement la plus appropriée pour assurer la liberté et l'égalité de tous les citoyens. En effet, dans une République, le pouvoir est exercé par des représentants élus qui sont responsables devant le peuple et qui agissent dans l'intérêt général. De plus, la République permet aux citoyens de participer à la prise de décision, ce qui renforce leur sentiment d'appartenance à la communauté politique. Rousseau affirme également que la République peut être une forme de gouvernement efficace car elle permet la séparation des pouvoirs, ce qui garantit une meilleure protection des droits et des libertés individuelles. Dans une république, le pouvoir législatif, exécutif et judiciaire est détenu par des institutions distinctes, ce qui empêche le pouvoir de devenir concentré entre les mains d'un seul individu ou d'un petit groupe d'individus. Cependant, Rousseau souligne que la République peut également présenter des problèmes. En effet, il est possible que les représentants élus ne soient pas suffisamment compétents ou qu'ils soient corrompus, ce qui peut entraîner des décisions injustes ou des abus de pouvoir. De plus, dans une république, il est possible que certaines minorités soient ignorées ou opprimées si la majorité impose ses volontés sans considération pour les droits et les intérêts des minorités. Dans l'ensemble, Rousseau considère que la République est la forme de gouvernement la plus appropriée pour assurer la liberté et l'égalité de tous les citoyens. Toutefois, il est important de veiller à ce que les représentants élus soient compétents et responsables, et que les minorités soient protégées contre toute oppression ou discrimination. La place de la religion dans la société est un sujet important dans Le contrat social de Rousseau. Bien que Rousseau soit lui-même croyant, il estime que la religion ne doit pas jouer un rôle important dans la politique ou dans la vie publique. Selon Rousseau, la religion relève de la sphère privée et doit être séparée de la sphère publique. En d'autres termes, la religion doit être une affaire personnelle entre l'individu et sa conscience, et ne doit pas être utilisée pour justifier ou influencer les décisions politiques. Il est important, selon Rousseau, de maintenir une séparation stricte entre l'Église et l'État pour éviter les conflits et les abus de pouvoir. En outre, Rousseau soutient que la religion peut être source de division et de conflits entre les individus. Les différences religieuses peuvent entraîner des tensions sociales et politiques, ce qui peut menacer la stabilité et l'unité de la communauté politique. Pour Rousseau, le rôle de l'État est de promouvoir l'unité et la stabilité de la société en garantissant les droits et les libertés de tous les citoyens, indépendamment de leur religion. Cependant, Rousseau ne prône pas un rejet total de la religion. Il reconnaît que la religion peut avoir une influence positive sur la moralité et le comportement des individus, et que certaines valeurs religieuses peuvent être bénéfiques pour la société. Cependant, il estime que la religion doit être limitée à un rôle de conseil et de soutien moral, et ne doit pas avoir de pouvoir politique ou juridique. En résumé, Rousseau considère que la religion doit être reléguée à la sphère privée et ne doit pas jouer un rôle important dans la politique ou dans la vie publique. Bien que la religion puisse avoir une influence positive sur la moralité et le comportement des individus, Rousseau estime qu'il est important de maintenir une séparation stricte entre l'Église et l'État pour éviter les conflits et les abus de pouvoir. Bien que Rousseau soutienne que la religion ne doit pas jouer un rôle important dans la politique ou dans la vie publique, il reconnaît néanmoins la nécessité d'une religion civile pour maintenir l'unité et la stabilité de la société. Pour Rousseau, la religion civile est une forme de religion qui ne prône pas un dogme particulier, mais qui vise à promouvoir l'unité et la stabilité de la communauté politique. La religion civile repose sur la croyance en un être suprême, qui représente l'intérêt commun et la volonté générale de la société. Cette croyance en l'être suprême sert de base à la moralité et au comportement des citoyens, en leur inculquant des valeurs communes et en les incitant à agir pour le bien de la communauté.
Rousseau soutient que la religion civile est nécessaire pour maintenir la cohésion sociale et éviter les divisions et les conflits religieux. La religion civile unit les citoyens autour d'une croyance commune en un être suprême, ce qui favorise la solidarité et l'harmonie entre les individus. En outre, la religion civile peut servir de fondement à l'éthique publique, en encourageant les citoyens à agir pour le bien de la communauté plutôt que pour leur intérêt personnel. Cependant, Rousseau souligne que la religion civile doit être distincte de la religion organisée, qui peut être source de divisions et de conflits. La religion civile doit être limitée à un rôle de conseil et de soutien moral, et ne doit pas être utilisée pour justifier ou influencer les décisions politiques. En résumé, Rousseau reconnaît la nécessité d'une religion civile pour maintenir l'unité et la stabilité de la société. La religion civile repose sur la croyance en un être suprême qui représente l'intérêt commun et la volonté générale de la société. Cependant, Rousseau estime que la religion civile doit être distincte de la religion organisée, et ne doit pas jouer un rôle important dans la politique ou dans la vie publique. Bien que Rousseau ait défendu la nécessité d'une religion civile, il a également souligné ses limites et les dangers potentiels qu'elle peut poser pour la liberté individuelle et la tolérance religieuse. Premièrement, la religion civile peut devenir une forme de conformisme et de coercition sociale. Si la religion civile est imposée par l'État ou la majorité de la société, elle peut réduire la diversité culturelle et religieuse en forçant les individus à abandonner leurs croyances et leurs pratiques religieuses uniques. Cela peut également réduire la liberté de pensée et d'expression en imposant une croyance commune. Deuxièmement, la religion civile peut également devenir une source de conflit et d'oppression pour les minorités religieuses. Si la religion civile est utilisée pour justifier la persécution ou la discrimination à l'encontre de ceux qui ne partagent pas la croyance commune, cela peut créer des divisions et des tensions dans la société. Cela peut également restreindre la liberté religieuse et la liberté de conscience. Troisièmement, Rousseau a reconnu que la religion civile peut être utilisée pour manipuler les citoyens et renforcer le pouvoir de l'État. Si la religion civile est utilisée pour justifier les politiques de l'État ou pour renforcer l'autorité des dirigeants, cela peut affaiblir les protections contre l'abus de pouvoir et la tyrannie. Enfin, Rousseau a souligné que la religion civile ne pouvait pas fournir une base solide pour la morale ou l'éthique individuelle. La morale et l'éthique doivent être basées sur la raison et la réflexion, plutôt que sur la croyance en un être suprême. Si la religion civile est utilisée comme seule source de moralité, cela peut conduire à l'immoralité ou à l'injustice si la croyance en l'être suprême est utilisée pour justifier des actions injustes. En somme, bien que Rousseau ait défendu la nécessité d'une religion civile pour maintenir l'unité et la stabilité de la société, il a également souligné les limites et les dangers potentiels qu'elle peut poser pour la liberté individuelle et la tolérance religieuse. Le contrat social de Jean-Jacques Rousseau est une œuvre majeure de la philosophie politique. Il présente une théorie originale de la souveraineté et de la légitimité politique, ainsi qu'une critique de la monarchie absolue et de la société de son temps. Les principales idées du contrat social sont les suivantes. L'état de nature, Rousseau imagine un état primitif où l'homme vit en harmonie avec la nature et les autres êtres humains. Dans cet état, chaque individu est libre et autonome, mais il est également exposé à la violence et à l'insécurité. Le contrat social, pour sortir de l'état de nature, les individus doivent renoncer à une partie de leur liberté et conclure un contrat social. Ce contrat crée une souveraineté collective, qui est légitime parce qu'elle est fondée sur le consentement des individus. Le peuple et la souveraineté réside dans le peuple, qui est la source de tout pouvoir politique. Le peuple peut déléguer son pouvoir à des représentants, mais il doit toujours rester le souverain ultime. Le pouvoir législatif est chargé de faire les lois, qui doivent être conformes à la volonté générale du peuple. Cette volonté générale n'est pas simplement la somme des volontés individuelles, mais elle est déterminée par la raison et l'intérêt commun. Le pouvoir exécutif est chargé d'appliquer les lois et de défendre la patrie. Il doit être séparé du pouvoir législatif pour éviter les abus de pouvoir. Les différentes formes de gouvernement, Rousseau examine les différentes formes de gouvernement et conclut que la monarchie absolue est la plus dangereuse. Il préfère la République, où les citoyens participent activement à la vie politique. La place de la religion dans la société, Rousseau reconnaît l'importance de la religion pour maintenir l'unité et la stabilité de la société, mais il estime qu'elle doit être séparée de l'État. Il propose une religion civile, qui est une croyance commune en un être suprême, mais qui ne favorise aucune religion en particulier. En résumé, le contrat social de Rousseau est une critique de la monarchie absolue et une défense de la souveraineté du peuple. Il propose une théorie de la souveraineté collective fondée sur le consentement des individus, ainsi qu'une vision de la République comme forme de gouvernement préférable.
Le contrat social est une œuvre majeure de la philosophie politique qui a influencé de nombreuses révolutions et mouvements politiques dans le monde entier. La philosophie politique de Rousseau a eu de profondes implications sur la pensée politique, sociale et culturelle de son époque et de celles qui ont suivi. Ses idées ont influencé les penseurs et les révolutionnaires, ainsi que les mouvements politiques et sociaux, en France et dans le monde entier. Voici quelques-unes des implications les plus importantes de la philosophie de Rousseau. L'importance de la souveraineté populaire. La philosophie de Rousseau a placé la souveraineté dans les mains du peuple, ce qui signifie que les individus ont un rôle important à jouer dans la prise de décision politique. Cette idée a été à la base de la Révolution française, ainsi que de nombreuses autres révolutions et mouvements politiques dans le monde entier. L'importance de la participation citoyenne. La philosophie de Rousseau a souligné l'importance de la participation citoyenne dans la vie politique. Selon Rousseau, les citoyens doivent participer activement à la prise de décision politique pour que la volonté générale puisse être déterminée et appliquée. La nécessité d'une religion civile. La philosophie de Rousseau a reconnu l'importance de la religion dans la société, mais elle a également souligné la nécessité de la séparation de l'Église et de l'État. Rousseau a proposé une religion civile, qui est une croyance commune en un être suprême qui unit les citoyens sans favoriser aucune religion particulière. La critique de la monarchie absolue. La philosophie de Rousseau a critiqué la monarchie absolue, qui était le régime politique dominant à son époque. Rousseau a souligné les dangers de la concentration de tous les pouvoirs dans les mains d'un seul individu ou d'une seule famille. La critique de la propriété privée. La philosophie de Rousseau a remis en question la propriété privée, qui était considérée comme un droit naturel et absolu à son époque. Rousseau a souligné que la propriété privée pouvait conduire à des inégalités et des injustices, et qu'elle devait être subordonnée à l'intérêt général de la communauté. La reconnaissance de l'égalité naturelle des êtres humains. La philosophie de Rousseau a reconnu l'égalité naturelle des êtres humains, ce qui a conduit à une critique de la hiérarchie sociale et de la domination politique. Cette idée a été à la base de nombreuses luttes pour l'égalité sociale et politique dans l'histoire. En somme, la philosophie de Rousseau a eu une grande influence sur la pensée politique, sociale et culturelle de son temps et des temps qui ont suivi. Ces idées ont contribué à la création d'un monde plus démocratique, égalitaire et juste, et ont inspiré de nombreuses luttes pour la liberté, l'égalité et la justice dans le monde entier.